Hop. Alors, je voulais qu'on parle des Chroniques de la Mort Blanche, première série. Comment aider un petit peu l'idée, le projet? C'était un projet qui me trottait un peu dans la tête depuis assez longtemps, puisque ça date d'avant le Dead Citel. Hmm. Et je voulais développer une thématique lutte des traditions contre la modernité et le progrès, en fait. Et comme les magiciens, les druides représentant la tradition, le monopole de la magie sur les communs des mortels. Le commun des mortels veut se rebeller en fait contre ça, et certains ont trouvé un moyen en créant une maladie en fait, qui éliminerait les magiciens et les druides. Donc comme ça, ils imposeraient leur système de progressiste et d'exploitation de la terre et de l'industrialisation, tout ça, en fait, tout ce qui est moderne. C'est pour ça que dans la série, il y a beaucoup de teintes steampunk. Il y a des fusils, il y a des mousquets, des navires. Il y a un navire à vapeur, enfin plus ou moins à vapeur, et des navires genre 17e, 16e siècle avec canon, quoi. Donc, parce que il y a une certaine modernité qui s'est installée en fait. On est vraiment à la croisée de. Croisée, ouais. Sauf que bon, je dis 16e siècle, 17e siècle, c'est pour donner un ordre d'idée, mais voilà. Donc ces grands thèmes me tenaient à cœur en fait. En fait, quand on réfléchit bien, c'était inspiré par Tolkien, à l'époque, parce que Tolkien a toujours fait cette espèce de conflit entre l'industrialisation et puis l'amour de la nature, en fait. Et je pense que j'ai inconsciemment pris cette tangente, quoi. Et donc, ces grands thèmes me tenaient à cœur. On a traité dans une trilogie qui était différente totalement du Dead Citel. Et ainsi est né donc, le projet des Chroniques de la Mort Blanche. Voilà. Qui est la Mort Blanche, qui est la maladie donc, qui tue les druides et les mages. Et les créatures féeriques aussi, qui utiliseront leur pouvoir. Et en même temps, ta magie, elle est basée sur des équations. La magie est basée mécaniste en fait. Explique-nous un petit peu ton système de magie. Alors, la magie est mécaniste, hein. C'est-à-dire qu'un être vivant peut avoir un espèce de don peut-être pour un peu comme quelqu'un est doué en mathématiques ou doué en physique ou doué dans les sciences. Il sera donc choisi et il va étudier quand même la physique irrationnelle de la magie, si j'ose dire, mais c'est la physique de la magie en fait. Pour pouvoir concentrer la magie dans le monde réel, il faut pouvoir la tordre grâce à des systèmes de syllabiques en fait, qui sont des condensés en fait, qu'on pourrait dire maintenant des condensés, des compressions en fait d'un ensemble d'équations et de formules en fait. Et pour ça, il faut étudier. Donc les magiciens sont des scientifiques en fait. Alors que les druides, ou bien même les druides prennent plus leur pouvoir de la terre et c'est instinctif et peut-être plus dangereux. Les magiciens, eux, sont obligés d'étudier en fait. Donc il n'y a pas de magie réellement innée chez moi. Voilà. Comment tu as travaillé ça? Parce que tu as bossé l'univers d'abord, tu as posé des choses. Alors je vais revenir au vieux cliché du rôliste. Et en fait, depuis que j'ai 15-16 ans, je fais beaucoup de jeux de rôle médiéval fantastique. Et j'ai mis ces bases de l'univers depuis que j'ai 20 ans. Je construis ces bases d'univers. Et j'ai construit un multivers même, c'est-à-dire plusieurs dimensions. Il y a même des centaines de dimensions différentes. C'est assez gigantesque dans ma tête en tout cas. Peut-être pas dans mes écrits en ce moment, mais dans ma tête c'est gigantesque. Et j'ai créé donc une cohérence dans ce multivers. Moi j'ai oublié ta question. Et justement, comment tu as travaillé pour poser élaborer ce en tant que rôliste, en tant que maître de jeu, je me suis vite mis à être maître de jeu parce que j'aime bien conter des histoires. J'aime bien contrôler un peu les choses, peut-être un peu mégalo, peut-être, je sais pas, comme tout auteur qui se respecte, mais comme je disais dans d'autres interviews, je ne pensais pas devenir auteur à la base. Ouais. J'ai construit mes univers en tant que maître de jeu, j'ai gardé des comptes rendus, des scénarios, et en fait j'en ai fait quelquefois, j'ai tiré la substantifique moelle pour écrire des nouvelles, et puis après avec des dialogues de joueurs qui percutaient, qui étaient super, je les ai mis en forme, puis ça donnait lentement des nouvelles, donc et des romans, et le premier roman, Embûche, qui n'était pas une super réussite, mais qui pour moi j'ai réussi à écrire un roman de bout en bout. Parle-nous un petit peu de tes deux personnages principaux. Comment est-ce que tu les vois, toi? Comment tu les décrirais? Les personnages principaux dans toute ma vie? Dans les Chroniques de la Mort Blanche. En fait, il y a deux personnages principaux, enfin il y a beaucoup de personnages principaux en fait, mais les deux principaux en fait, autour de qui tourne vraiment cette histoire, il y a Andrew, qui est le fils d'un des seigneurs de l'île, qui prend comme prétexte
la malédiction qu'a lancée une reine sur son père pour déclarer que les êtres faits sont hérétiques et que les dieux ont décidé que tout ce qui est magie et tout ce qui est magique et féerique doit être éradiqué, exterminé. En fait, son but est autre, évidemment, comme on le découvre dans le premier un petit peu déjà. Et en fait, c'est quelqu'un d'ambitieux, mais qui a hérité d'une touche de cruauté de son père, mais qui en même temps qui a le bien de l'île à cœur. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un de totalement inscrit dans un cliché. Il a tout un complot machiavélique derrière avec un empire extérieur qui l'aide en fait à mettre en place son projet. Et c'est quelqu'un de beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît au premier abord. Les gens d'ailleurs le détestent dès le début, mais en fait je me rends compte que je le rends de tome en tome, je le rends de plus en plus sympathique entre guillemets, puisque en fait, il est soumis à différentes pressions et en fait au progrès qu'il veut donner, un peu comme par exemple je pourrais dire comment la démocratie japonaise s'est installée face aux féodaux, aux samouraïs féodaux qui sont fait exterminer par les. C'était pas les. Tu sais, dans le dernier samouraï, on fait passer les samouraïs pour des gentils et puis les gens qui se supportent le peuple pour des méchants, parce que en gros c'est ça. Hein. Et en fait c'est le contraire, les méchants c'est entre guillemets c'est les samouraïs, c'est eux qui imposent leur féodalité écrasante et tabagiste en fait. Donc c'est un peu ça, lui il veut imposer, il veut enlever tout ce qui est privilège des mages et des druides, tous les monopoles qu'ils ont et, sur le peuple gens du commun en fait, et il veut que donner son île l'identité de l'humain en fait, l'homme, le progrès de l'homme par rapport à la magie, par rapport à tout le reste. Donc oui c'est quelqu'un, donc Andrew c'est un des personnages centraux. Ouais. Tout le monde va le haïr de toute façon, je sais, tout le monde le hait, mais quelque part il a ses raisons et moi en tant qu'écrivain je le comprends, c'est-à-dire je comprends qu'on va dévoiler plus ou moins dans les tomes suivants tous ces projets, donc on va le comprendre plus ou moins, j'espère, on verra, si j'ai réussi à donner un ton profond ou pas au personnage. Et le deuxième, c'est donc celle qui défend les traditions, les magiciens, les druides, et qui va essayer de trouver vraiment un remède à cette maladie qui détruit l'île, les magiciens, les druides, les êtres faits. C'est Arline, donc en fait, une autre incarnation d'Armelinde, parce que le mot Armelinde était trop difficile, trop long pour l'éditeur, il a fallu je l'ai coupé. Voilà. Donc Arline, qui elle est une élève magicienne très loyale au conseil des magiciens. Son maître lui a pris vraiment l'intérêt, l'importance de la tradition, de la nature. Elle respecte énormément tous les phénomènes naturels et est une étudiante qui est spécialisée dans tout ce qui est la magie de détection, l'analyse. Donc elle sait venir à bout. Elle n'est pas puissante dans le sens, elle n'a pas de sort d'attaque. C'est pas des nanas qui lancent des boules de feu. Non, c'est quelqu'un qui analyse des choses. Il trouve des solutions de façon intelligente en fait. Elle ne peut pas résoudre tous les problèmes d'un claquement de doigts, elle doit réfléchir. D'accord. Voilà, donc c'est elle qui va être. D'abord, on va penser que c'est une autre qui s'appelle Deirdre, mais c'est Arline qui est vraiment le centre, en fait, le cœur de ce qui va lutter contre le groupe d'Andrew, en fait, contre la faction d'Andrew, en fait. Voilà, c'est les deux personnages principaux. Il y a une autre nouveauté en ce moment, c'est cette foudre-là, qui vient, c'est nouveau, hein, ça pour le coup. Oui, ça vient juste de sortir. Ça vient juste de sortir, alors un peu même question, comment c'est né tout ça, de quoi ça parle, comment ça fait. J'avais publié chez Gulfstream en 2009 un roman qui s'appelle Rouge Ténèbres. Et dans ce roman, il y avait deux personnages qui s'appelaient Sertaç, qui est un capitaine de la garde Sipahi à Istanbul, au XVIe siècle. Et sa petite fille, qui est une petite fille de 13 ans dans le bouquin, dans le Rouge Ténèbres, ou de 14 ans pardon, et qui a des dons pour un petit peu pour déceler des choses qui vont pas, qui a des dons pour les langues, qui est assez talentueuse en fait, et qui leur a permis de résoudre plusieurs affaires criminelles en fait. Et à chaque fois, ce grand-père, il emmène son petite fille sur les lieux des crimes et c'est une petite génie en fait. En herbe en fait, et dans le roman C'est Foudre d'Allah, enfin dans les novellas pardon, elle a 20 ans, elle est mariée, et donc j'ai repris les deux personnages, donc il y a il y a un cadavre qui est retrouvé au milieu d'un chantier d'une mosquée, et sacrilège, et donc on les appelle parce que ce cadavre n'est pas l'air très catholique si j'ose dire, et donc on va découvrir sur ce cadavre des papiers étranges avec des équations, des schémas,
qui dépasse un peu les autorités et va ordonner donc à Sertac, le capitaine, et à sa petite fille de trouver les réponses, pourquoi il a été tué, quels sont ses schémas et ses équations. Et donc en rencontrant d'autres érudits et puis avec une rencontre un peu presque mortelle avec l'assassin en fait, de l'érudit qui a été tué, ils vont me mettre sur la piste du mystère que ça cache. Voilà. D'accord. C'est un élément steampunk aussi, c'est-à-dire que Ouais. ce n'est pas une enquête policière pure, il y a beaucoup d'éléments steampunk qui se sont répartis dans le livre, dans la novella. J'ai voulu faire une petite entorse fantastique en fait à l'enquête policière. Dernière question, Oui. on arrive au bout. Simplement, sur quoi tu travailles, quels sont tes projets? Alors là, je viens de finir, j'ai rendu le 3e tome des Chroniques de la Mort Blanche qui sort en septembre, et là je travaille sur le 4e tome. Donc, et j'ai en projet un roman maritime, une aventure maritime. Et ça, je sais pas exactement, ça c'est un projet aussi que j'ai eu avec mon directeur de collection, mais sinon personnellement je travaille sur une fresque historique qui se passe en Asie centrale et sur un roman de fantasy qui se passe aussi dans le même multivers que le Nid de Citelle, voilà, et que la Chronique de la Mort Blanche. Ça c'est sans éditeur, c'est pour moi. En attendant. Merci. Ouais, je t'en prie.